Salut à tous, bienvenue à une nouvelle saison de Passion Auto. Cette année, on vous amène ailleurs. On a décidé d'aller voir des collectionneurs automobiles de tout acabit. Voitures sport, voitures d'époque, vous allez voir, on en a pour tous les goûts. Il y a aussi notre collègue Johan Leduc qui va à chaque semaine essayer une voiture qui a marqué son époque. Et chaque semaine, il va y avoir nos amis de Pièces d'Auto Super qui vont nous faire une petite chronique qui concerne l'entretien automobile. Aujourd'hui, on s'en va chez Guylaine et Luc qui nous présentent une Willys 41, une Corvette 62 et surtout une belle série de collections d'objets sur l'automobile des années 20 à 1950. Et sans plus tarder, on va tout de suite retrouver Johan qui essaie une De Tomaso Pantera. Ah, les super voitures italiennes classiques. On les aime pour leur design, la sonorité de leurs gros moteurs et leurs accélérations à couper le souffle. Mais on les déteste pour leur inconfort, leur absence totale de sécurité et, surtout, leur manque flagrant de fiabilité. Tout le monde voudrait une Lamborghini Countach dans son garage, mais personne ne veut être pris avec ses factures d'entretien. Mais s'il existait une exotique italienne qui jumelait la simplicité et la fiabilité d'un muscle car américain, ne serait-elle pas la voiture parfaite? C'est ce que De Tomaso avait tenté de faire avec la Pantera, une super voiture italo-américaine née durant les années 70 et qui n'a été vendue chez nous que durant quelques années. Alors revisitons ce classique, question de se remémorer, une partie de l'histoire de l'industrie automobile italienne. Italienne ou américaine? Ben, un peu des deux, là. C'est ça qui est tordu, là. Attends, faut la refaire, là. On voyait le logo sur ton café. Tim Horton? Tim Horton est en lien direct avec cette voiture-là. Ah, c'est quoi le rapport avec Tim Horton? Tim Horton, un des 100 meilleurs joueurs de la LNH de tous les temps. Oui. Celui qui a joué pour Pittsburgh, Rangers, les Maple Leafs. Ouais, c'est qui Tim Horton? Celui qui a parti la chaîne de restaurants Tim Horton. OK, mais c'est quoi le rapport avec la Pantera? Faut tout vous dire, vous autres de votre génération. Le gars, il est mort dans un accident d'auto à 44 ans. C'est dans cette voiture-là. Ah, Allô? OK. En effet, la Pantera représente une époque complètement déchaînée. La fin des années 60 était reconnue pour son mouvement Peace and Love. Le premier homme venait de marcher sur la Lune et l'armée américaine était bien installée au Vietnam. Pendant ce temps, l'industrie de l'automobile américaine jouissait d'un succès monstre grâce à l'arrivée des bolides ultra puissants et alimentés par de puissants moteurs V8. C'est au même moment qu'un jeune Argentin installé en Italie et qui portait le nom d'Alejandro De Tomaso. Nope. De Tomaso. De Tomaso croyait à la fiabilité des moteurs américains, plus simple dans sa conception et plus facile à entretenir qu'un moteur européen. Ce type de bloc moteur avait démontré sa pertinence dans la De Tomaso Mangusta, une élégante sportive italienne alimentée par le moteur V8 289 et 302 de Ford. La production de la Mangusta a cessé en 1971, au même moment où De Tomaso était prêt à introduire sa deuxième œuvre d'art, la Pantera. En tout cas, méchant beau design. Ouais, ben regarde, c'est la firme italienne de design Goya. Je sais pas si tu connais, il a travaillé pour Alfa Romeo, il a travaillé aussi pour Lancia et la Volkswagen Carmen Ghia. C'est la même firme de design qui a fait ça. Ils n'ont pas manqué leur shot. Hein? Beau petit modèle. En effet, la Pantera avait toute une allure et ses spécifications techniques étaient absolument hallucinantes pour l'époque. Installée au centre arrière où une italienne arbore normalement un moteur V12, on retrouvait un V8 de 5,8 litres fabriqué par Ford. C'était le fameux 351 Cleveland, un monstre qui avait déjà fait ses preuves sous le capot de la Ford Mustang. Dès son arrivée en 1971, la Pantera développait une puissance de 325 chevaux et produisait un couple de 344 livres-pieds. Des chiffres épatants pour l'époque. Tout était acheminé vers le train arrière via une boîte manuelle à 5 rapports. Cette transmission était développée par l'entreprise allemande ZF. OK, mais les gens à l'époque, ils pouvaient acheter ça où, une Pantera? C'est là que ça vient tordu. Au même moment où De Tomaso sortait la Pantera, Ford achetait 84 des parts de l'entreprise. Ford a ensuite pris la décision d'importer la Pantera ici, en la vendant dans des concessionnaires Lincoln Mercury. Ce qui était le plus drôle là-dedans, c'est que si tu en voulais une et tu habitais en Italie, il fallait absolument que tu te présentes chez un Lincoln Mercury, puis après ça, tu achètes la voiture là pour te l'importer en Italie.
Le partenariat Ford-Di Tomaso a perduré jusqu'en 1975, année où Ford s'est dissocié du constructeur italien et a cessé la production du 351 Cleveland. À la fin de son cycle de vie nord-américaine, Di Tomaso avait tout de même vendu près de 5000 exemplaires, un chiffre élevé considérant la nature nichée du modèle. Durant son court cycle de vie, elle fut adorée par plusieurs, devenant un réel symbole automobile pour les célébrités. Tim Horton en a eu une, mais aussi les pilotes de course Jackie Stewart et Mario Andretti. La Pantera a fait une autre victime en 1984. Razzle, le batteur du groupe Hanoi Rock, est décédé sur le coup sur le siège passager lors d'une collision frontale. C'est Vince Neil, le chanteur de Motley Crue, qui conduisait l'auto. Par chance, lui, il s'en est sorti. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est Tim Horton. Non, ça le fera pas. Non? Bon. Y a-tu moyen de travailler? C'est dire on est là, on essaie de faire du contenu. Bon. Et... Ah boy. OK. Non. Voyons. Ma jambe est poignée. Un peu. OK. 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 J'ai vraiment de la difficulté à penser que cette voiture-là a été dessinée pour asseoir un humain dedans. C'est pas fait pour mon gabarit. J'ai une énorme bosse qui contient la roue. Les pédales qui sont complètement à droite sont très peu distancées. Alors, j'ai à peu près un pied pour mettre mes deux pieds puis jouer avec les pédales. C'est très artisanal. On voit que c'est vraiment une fabrication italienne de l'époque. Des matériaux qui sont de qualité douteuse, avec des cadrans qui sont probablement retrouvés sur un tracteur de l'époque. Ici, le levier de vitesse, c'est un chemin de clé, mais non fini. Un chemin de clé juste pour le reculon. Le reste, c'est Avienne que pourra. Celle-ci, c'est vraiment une ancienne voiture de course que M. Gaétan Plante a repris il y a quelques années maintenant. Il a tout refait. Mais il a quand même gardé les ceintures de course. Et aussi qu'il y avait une cage de sécurité avant. C'est complètement disparu. Je vais vous dire une chose. Quand vous roulez avec ça, vous sentez que vous n'êtes pas en sécurité. Alors, je vais partir la bête. Quel son? Un bon vieux ronronnement d'une Américaine dans un body italien. C'est un peu le meilleur des deux mondes, pareil. Ah, tout est power bras. Eh boy! Voyons donc. Mon genou touche littéralement le volant. Et là, on embraye, on appuie dans le... Ça pèse une tonne. Là, Gaétan me disait qu'il a déjà pris la voiture et il s'est fait un road trip jusqu'en Floride. Il doit être plus en forme que moi. 70 ans, le monsieur. Je suis même pas proche. C'est ça que c'était, la belle époque. Pas de caméra de recul. Hey. J'aimerais vous expliquer à quel point l'accélérateur est complètement décollé du frein. Le talon pointe là-dedans, vous oubliez ça, là. C'est impossible de le faire. Mais ça va à peine, ça va à peine. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Regardez ça, là. Hein? Regardez à quel point il faut que je déplace mon pied. Et puis là, c'est un bras! Hein? J'espère que vous voyez, parce que là, je risque ma vie. OK, on y va, on décolle. Fais-moi le son de ça. Ça a du moteur. Il a mis 2 carburateurs, ils sont pas d'origine. Tu peux pas accélérer rapidement, mais c'est constant. Commence à être trop à l'aise avec, là! Le bon vieux V8 américain, il est tout là. C'est vraiment une des expériences les plus viriles que j'ai vécues dans ma vie. Si j'ai vraiment l'impression, s'il arrive une urgence, là,
Il n'y a rien à faire. Si tu fais un face-à-face, c'est fini. Pas d'airbag, pas de cage, rien de sécurité. T'as même pas le moteur en avant. Il est en arrière. Puis en plus, la position de conduite, que tu t'en vas puis tu sais pas quoi faire, là. Je me suis jamais senti autant en danger dans une voiture. Ça, c'est badass. Je vais vous dire une affaire, là. Malgré tout ça, là, la qualité de finition, la position de conduite exécrable, ça a quelque chose de charmant, pareil. Voyons donc, qu'est-ce qu'il fait, lui? Quelle expérience! Bien que la Pantera a été retirée de notre marché en 1975, Di Tomaso a continué de la commercialiser ailleurs, et ce, jusqu'en 1990. Au fil des années, le constructeur a perfectionné son bolide au point qu'elle devienne une sportive de haut calibre. Elle fut d'ailleurs transformée en voiture de course à plusieurs reprises par les catégories Groupe 3, Groupe 4 et Groupe 5, afin de courir dans l'épreuve IMCA GTX. Même après l'arrêt complet de sa production, la Pantera a continué d'exister. En 2019, le petit constructeur niché Ares Design arrivait avec la Project One, une Lamborghini Huracan transformée en Pantera. En effet, cette belle panthère italienne refuse de mourir. Mais elle en a tué d'autres. Faut que je sorte d'ici, là. Oh, je suis barré. Comment t'as fait pour descendre en Floride avec ça? Aujourd'hui, on vous invite à faire un voyage dans le temps. On va parler d'automobile, oui, mais on va surtout parler des amoureux d'une certaine époque qui ont conservé des objets précieux qu'on ne voit plus aujourd'hui, M. Luc et Mme Guylaine Comtois. Merci de nous accueillir chez vous. C'est très gentil. Moi, j'ai été impressionné par l'état des lieux. Parce que souvent, on se perd un petit peu à travers les collections, on en manque des bouts. Mais chez vous, tout est bien placé, tout est bien installé. Là, on va aller voir, si vous voulez, votre Willys, parce que je la trouve très jolie. Alors, on parlait, Luc, de votre Willys. Bien, la voici. C'était un hot rod. Oui. On va le dire comme ça, Willys 41. Un 41 avec un moteur 350. OK. Donc, moteur Chevrolet. Puis en fait, vous êtes le deuxième propriétaire. Deuxième propriétaire. Donc, c'est le monsieur de qui vous avez acheté qui lui, avait tout monté. Oui, parce qu'on le voit, là, siège baquet, l'intérieur est assez moderne. Donc ça, vous prenez ça l'été surtout, j'imagine? Surtout l'été, puis quand il fait bien beau. Quand il fait bien beau. C'est ça. Allez manger une crème glacée. C'est ça. Alors, avant de parler de votre dernière acquisition, la belle Corvette qui est derrière nous, parlez-nous un peu, parce que vous avez pas moins de 17 pompes à essence de toutes les époques, là. Vous avez trouvé ça où, toutes ces belles pompes-là? Des antiquaires. Des antiquaires, des ouais. Personnels. On va aller voir la Corvette. Ça fait à peine quelques mois que vous l'avez, là, physiquement. Ça fait 2 mois. 2 mois. Et parlez-nous un peu du modèle de l'année, puis pourquoi vous avez choisi une Corvette. C'est une 1962. C'est la dernière année de la première génération, ouais. C'est ça? OK. C'est les plus belles avec leur... Leurs alcools. C'est ça, sur le l'alcool côté. Blanc. La 62 blanc. n'est pas censée avoir l'alcool blanc.
Ah, OK. Elle était... Ah oui, puis celui-là, Ouais. ben oui, je le vois de l'autre Elle est côté. censée être tout rouge. Puis là, vous l'avez pris d'un monsieur qui est assez connu. Monsieur Raymond. Monsieur Raymond, oui, ben, qu'on voit dans Transmission Impossible. Pour ceux qui écoutent Exactement. l'émission, Ouais. vous la roulez un peu, pas mal. On se promène, c'est sûr, plus avec elle qu'avec les autres. C'est Ouais. nouveau. C'est le La dernier première. membre de la famille. C'est Ouais. ça. Fait qu'on en profite. Ça, il y avait le moteur, il y avait le V8 dans lui. Oui, un 327. Ah oui, Il y a un 327 le dedans. petit bloc, là. Ouais. Absolument. Alors, je ne voulais pas terminer cette visite-là sans vous amener dans le petit musée que Luc et Guylaine ont créé. Parlez-nous, Luc, d'abord de ce que vous avez, ce qu'on voit derrière nous. Qu'est-ce qui vous a amené à collectionner ça? C'est la beauté de tout ça, c'est la rareté, on va dire aussi. Plus qu'on en cherche, ben plus qu'on en veut. Ah oui, puis plus qu'on va en trouver. C'est ça. Puis là, vous me disiez qu'il y a une époque où on pouvait encore les avoir à un prix réaliste, disons-le comme ça, puis que c'est rendu d'abord très difficile d'en trouver, puis quand on en trouve, ils sont très chers. C'est ça. OK. Votre collection a probablement pris de la valeur. Oui, oui, oui. Puis vous, ce que vous me disiez, ce que vous avez ici, c'est beaucoup 1920 à 1950. Oui. Et Guylaine, partout dans la maison, vous avez fait le même principe, que ce soit pour la cuisine, vous avez une salle de couture Oui. qui est sur le même principe. Donc, c'est un peu une photographie d'époque qu'on a ici. Absolument. Là, on va aller faire un petit tour, je vous montre la cave. Alors, la visite n'aurait pas été complète sans venir faire un petit tour dans la cave, au sous-sol du musée, parce qu'on a encore ici plusieurs autres objets. Luc, entre autres, parlez-nous de votre petite voiture Austin que j'ai remarquée tantôt. Là. 1947. Toute d'origine, ça a jamais été repeinturé. Puis, Guylaine, la plupart des Les personnages, oui. personnages, c'est votre œuvre, Oui, ça. oui, oui. Alors, vous les avez cousus, habillés, puis on a toutes sortes des jeux d'époque, des trains. Alors, c'est le fun parce que on fait un voyage dans le temps. Un voyage c'est ça dans que le j'ai temps. aimé. Oui. Ben, écoutez, je voulais vous remercier beaucoup parce qu'on a eu une plaisir. belle visite, on a vu des belles choses. Et continuez, ça prend des gens comme vous pour conserver l'histoire parce Des qu'on en a passionnés. passé. Ben, absolument. C'est ça. Aujourd'hui, à notre chronique Entretien, on va parler de pièces de remplacement. Vous le savez, il y a des pièces qui sont l'équivalent de l'origine, mais on peut aussi en obtenir des meilleures que les pièces d'origine. Salut Hugo. Salut Benoît. Alors, parle-nous un peu de ça aujourd'hui, des possibilités qu'on a dans différentes pièces d'auto. Là, on a pris des bras de suspension pour donner un exemple. Oui, exemple, dans une compagnie, on peut avoir 3 catégories de produits. OK. Comme l'original, supérieur, et puis Ouais, beaucoup suprême. plus robuste. OK. Parle-nous de ça. Ça, c'est un RAM 1500. Oui, exemple ici, un RAM 1500 nouvelle génération. D'origine, le bras de suspension est à moitié en composite et en métal. Dans le Mevotech Suprême, elle est complètement en métal, beaucoup plus solide. Donc, ça, c'est le meilleur qu'on peut acheter pour un bras de suspension. On peut avoir dans une autre gamme plus OK. solide, mais on est déjà beaucoup supérieur à l'original. Parfait. Ici, on est chez Nissan avec l'Altima. là. Oui, comme on peut voir, le bras de suspension a un gros trou à l'intérieur. Ça, c'est d'origine. D'origine, OK. économie de poids, économie d'argent, D'argent, ben oui. évidemment. Tandis que, toujours dans le Suprême, bras de suspension complètement rempli, puis on le voit, là, métal c'est- beaucoup plus épais. Exact. Les coussinets sont renforcés. C'est une pièce qui va durer beaucoup plus longtemps. OK. L'autre exemple, je l'adore. Là, on est dans des biellettes. Oui, biellette de base stabilisatrice. Exemple ici, un Mazda 3. OK. On l'échappe, on pense qu'on va la briser tellement qu'elle est petite. Ouais. Quand on tombe dans le Suprême, on a une pièce beaucoup plus grosse, Ouais. plus solide. Puis, après ça, on a la gamme TTX, qui est une pièce beaucoup plus robuste, renforcée au niveau du coussinet, à l'intérieur des joints de rotule, graissable, comme la Suprême. Exact, puis on le voit, là. Je veux dire, Juste à l'œil. visuellement, c'est évident. Ça, on ne reviendra jamais en changer un autre, là. Ça va être rare. Parce qu'on le sait que c'est Mazda 3, ça, on change ça souvent. Souvent. OK. Puis je pense qu'il ne faut pas se gêner. Il faut le demander à son atelier mécanique. Là. Oui. Souvent, des fois, on est gêné ou on nous remet la même pièce, puis on sait très bien que dans 6 mois, on va revenir pour la changer. Alors que si on met une pièce de meilleure qualité, ben c'est fini, là. On ne reviendra plus. Oui, exact. Quand ça fait 2 fois qu'on la change, Ben là. on peut le demander, est-ce qu'il y a de quoi de mieux? Voilà. La particularité, c'est que plusieurs des pièces de remplacement de meilleure qualité doivent être graissées. Oui. Faut pas oublier de le faire. Non, parce que sinon, ils vont s'user plus vite qu'une pièce d'origine. OK. Donc, le graissage devrait être fait au changement de pneu. Comme ça, on est sûr que c'est bien fait.
Et évidemment, aujourd'hui, les suspensions modernes sont plus complexes. On a des suspensions multibras, par exemple. Est-ce que ça demande aussi plus d'entretien? Nécessairement, oui, puisqu'il y a certains véhicules qui ont 4 bras par roue, donc plus de choses à vérifier à l'atelier mécanique. Oui, puis évidemment, Hugo, il faut utiliser les bonnes graisses pour les produits, puis je pense que vous notez un exemple là. Oui, exemple, une graisse synthétique qui va durer beaucoup plus longtemps selon les intempéries. Parfait. Merci, Hugo. Merci, Benoît. Alors, pour nos premières actualités de 2023, on jugeait important de revenir un petit peu sur l'année 2022. Une année de transition en automobile qui n'a pas été très bonne. La plupart des constructeurs ont annoncé qu'on allait réduire le nombre de véhicules total qu'on fabrique parce que, bon, il manque de pièces, autant au niveau des pièces de fabrication, autant au niveau des puces électroniques. Et oui, c'est pas encore réglé. En fait, on est à régler le problème, mais dans bien des cas, il faut construire des usines. Et ça prend 2, 3, 4 ans avant de construire une usine. On parle même dans certaines grandes usines que ça peut aller jusqu'à 7-8 ans. Donc, on va en avoir, mais les premiers effets de ça ne se feront pas sentir avant 2 ans, peut-être plus. Et là, évidemment, la guerre en Ukraine s'est poursuivie. L'Ukraine fabrique énormément de pièces automobiles. Ça nuit à plusieurs constructeurs, surtout les constructeurs européens dans ce cas-ci, parce que c'est eux qui vont chercher beaucoup de pièces là-bas. Et il y a également les taux d'intérêt qui ont augmenté. L'inflation s'est invitée dans le portrait. Fait que là, on traverse une tempête qui est assez parfaite. La bonne nouvelle, c'est que le pire est derrière nous. Les constructeurs vont, dans la majorité des cas, améliorer leur performance en 2023 en termes de fabrication. Mais il ne faut pas s'attendre à avoir une grande année encore. On manque de tout. On travaille avec des délais très longs. Les listes d'attente sont encore longues. Et comme il manque de pièces, on n'arrive même pas à fabriquer assez de véhicules pour diminuer la liste d'attente. Donc, ceux qui ont des véhicules en attente, bien, bonne chance. Soyez pas trop difficile. Et de grâce, si vous magasinez un véhicule, prenez-vous 1 an, 1 an et demi d'avance. Parce que autrement, vous allez rester avec votre véhicule encore un petit bout de temps. Alors, ça termine notre émission pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Je vous donne moi rendez-vous la semaine prochaine. On aura à l'essai une Jeep Willys. On va également aller visiter le seul coureur canadien sur le circuit de la NHRA aux États-Unis, Daniel Mercier. On va également avoir nos bons amis de Pièces d'Auto Super qui seront là. Et deuxième partie de l'actualité 2022. Bonne semaine à tous. À bientôt.